L'idée qui est la mienne, j'espère qu'elle est partagée par un certain nombre de gens, et en tout cas je m'appuie sur un certain nombre de travaux philosophiques, historiques d'une nouvelle génération, c'est que nous avons à écrire notre histoire. Vous savez, il y a un historien des sciences, Alexandre Koyré, qui disait « ça paraît un paradoxe parfois, rien ne change plus vite que l'immuable passé ». Pourtant c'est comme ça. Chaque génération réécrit son histoire. Elle réécrit son histoire non pas dans l'idée d'une passion du passé, mais précisément pour s'accoucher dans le présent. Bon, il faut s'enfanter soi-même et donc faire le propre récit de sa naissance. Je pense que notre génération, après ce qu'ont vécu les générations précédentes d'une certaine façon, c'est-à-dire des événements historiques très importants, le nazisme, le stalinisme, la guerre d'Algérie, la décolonisation, certains même pensent mai 68, je pense que notre génération n'a pas écrit son propre récit. Et donc, elle a du mal à écrire son propre présent, à prendre pied dans son présent. Et d'ailleurs, on sent cette espèce de crise et de faiblesse, dans le fond, d'une génération, qui est encore dominée, en particulier par des récits historiques, que nous ont légués nos maîtres, comme je le dis, parce que c'est vrai qu'ils nous ont appris, et qui font écran avec notre temps. Un de ces récits, mais un de ces récits seulement, peut-être le plus important quand même, c'est celui de François Furet. Et François Furet et tous les historiens qui l'ont accompagné sont venus du marxisme. Et puis à un moment, au moment de la commémoration du bicentenaire de la Révolution puis de la Première République, ont donné une interprétation de l'histoire de France et de la pensée républicaine avec laquelle je suis en désaccord. Dans les fausses oppositions, il y a l'opposition laïcité-religion. Car être laïque, être même anticlérical, Église catholique, Église de servitude, Église de domination et d'accord avec le pouvoir royal, puis après avec la contre-révolution, c'est pas nécessairement être anti-religieux. Et on peut aller plus loin, les premiers grands laïcs, ceux qui ont fondé la laïcité, et qui l'ont, dans le fond, d'abord imposée dans l'école, puis étaient les artisans de la loi de 1905, Jaurès et Buisson, n'étaient pas anti-religieux. Du tout. Loin de là. Et pour Jaurès et pour Buisson. Alors, la question, elle est à la fois historique et politique, parce que, très rapidement, la réflexion, elle vient d'Edgar Quinet, c'est la suivante. C'est la Révolution française a échoué, parce qu'on ne peut pas faire une révolution uniquement dans la matière, il faut la faire dans les esprits. Or, on a fait la révolution essentiellement politique, mais pas la révolution morale et spirituelle. Et donc, on a laissé le moral et spirituel à l'Église catholique. Donc, il faut remplacer ça. Et d'ailleurs, l'échec de 48, où l'Église catholique, les prêtres sont venus bénir les arbres de la liberté des révolutionnaires, c'est la preuve qu'on ne pourra jamais construire un pays de liberté avec la religion catholique. Mais comme on ne peut pas non plus acclimater le protestantisme en France, comme on l'a fait dans d'autres démocraties, il faut inventer une religion républicaine. Cette religion républicaine, qui doit accompagner la révolution matérielle, mais qui est la révolution spirituelle, c'est la laïcité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pu parler au début du XXe siècle de foi laïque, de religion laïque, et que la laïcité voulait être la création d'un esprit public, d'une morale laïque, et donc l'adhésion à un certain nombre de valeurs. Et donc je dis bien, ça n'est pas la foi religieuse, d'ailleurs il faut bien le préciser, mais c'est un type de foi, et finalement la laïcité serait plus forte aujourd'hui si on la concevait pas simplement de façon négative, comme anti-religieuse, mais comme une véritable adhésion et une véritable spiritualité en elle-même, ce qui était la conception de Jaurès ou de Buisson. Je crois qu'on sort à peine de cette oppression qui a été celle, dans le fond, sur la pensée de gauche française, non pas de Marx, qui est un auteur extraordinaire, mais d'un certain marxisme dégénéré en scientisme, qui a dominé les études françaises pendant des années. Pour y échapper, il y avait une alternative un peu caricaturale, qui était l'hyperlibéralisme, et donc il faut sortir, à mon avis, de ce mauvais couple. Et c'est vrai que je crois que nous sommes dans ce moment-là, toute une génération de chercheurs est en train de travailler sur de nouvelles bases, mais en même temps, je suis frappé de voir que dans le monde politique, on reste à l'ancien schéma, et donc, d'une certaine façon, la coupure entre ceux qui produisent le savoir dans la société et ceux qui veulent exercer les responsabilités de pouvoir, local ou national, est telle qu'aujourd'hui, on a du mal à faire avancer, disons, la conscience nationale. Et donc, c'est, me semble-t-il en tout cas, une tâche importante, parce que la France n'a jamais fonctionné autrement, que d'essayer de relier les deux et de faire qu'à nouveau, il y ait une fécondation entre ceux qui sont dans l'action et ceux qui sont dans la réflexion. Je pense que, si vous voulez, le thème de l'identité nationale, lié à l'immigration brandi par Sarkozy, vient du fait que nous avons déserté un certain nombre de réflexions, y compris sur l'identité nationale. Je pense que nous sommes à un moment un peu d'abaissement de la France, à la fois sur la scène internationale et européenne, et à la fois en interne, où on encourage
Alors, les discours sur la laïcité de Sarko, cette idée que dans le fond, c'est la solidarité qui gênerait la richesse collective, on voit les résultats en termes économiques, et je pense qu'il y a une bataille idéologique à mener. Et je pense que si la gauche française et plus globalement le camp républicain, quand on voit ce que dit maintenant M. Bayrou, a perdu, c'est parce qu'ils n'ont pas d'abord été capables de préciser exactement quelle était leur pensée. Donc que la crise politique que nous vivons, avec cet abaissement, la France a toujours eu dans son histoire des périodes d'abaissement. Hein. Napoléon le Petit, comme disait Hugo, le général Boulanger, le pétinisme. On a une tentation d'abaissement en nous, dans notre récit national. Il faut essayer de surmonter ça. On ne le fera pas uniquement par des combinaisons d'appareils, comme on les voit au PS, on le fera par un travail intellectuelle en profondeur. Donc je crois que la crise politique est liée à une crise intellectuelle et que là, nous avons, disons, si vous voulez, presque un élément d'espoir. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai vécu mes lectures des 10 dernières années. Je trouve qu'il y a chez des jeunes historiens, des jeunes philosophes, des jeunes, bon, c'est pas important leur étiquette professionnelle, il y a de quoi, si les politiques voulaient bien les lire, retrouver une forme de cohérence, de sens et d'espérance. Je voudrais que ce travail intellectuel, ce soit le début d'un chemin. Voilà. Parce que les gens ne comprennent pas encore le lien de ce livre à l'action. Et de dire, il faut en repasser par là, par revisiter ce que nous sommes, comme dans nos histoires, comme nous sommes les moments de crise. Je ne prétends pas du tout que c'est la solution. C'est un petit élément de la solution. Mais se mettre en mouvement, parce que je trouve que, si vous voulez, les Républicains et la gauche sont terriblement crispés et immobilisés. Donc il faut se remettre absolument en mouvement, en sachant qu'on a toutes les richesses intellectuelles pour le faire dans ce pays. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, il y a une nouvelle façon de poser les problèmes, à la fois dans le champ que j'explore là, celui de l'histoire et de la philosophie, mais aussi dans les sciences humaines, en économie. Et donc il y a là les éléments d'une renaissance, d'un progressisme français, républicain, pour ce qui me concerne socialiste. Et je voudrais donc qu'il y ait quand même l'idée qu'il y a de l'énergie, qu'il y a de la force et qu'on est au début de quelque chose.